On va commencer le Club Info par un document inédit. L'une de nos équipes a enquêté sur la façon dont Mohamed Amra gérait son réseau depuis sa prison. Mohamed Amra, vous le savez, c'est ce détenu qui s'est évadé il y a tout juste 4 mois. Une évasion violente au péage d'Incarville. 2 agents de l'administration pénitentiaire avaient été tués. Depuis, Mohamed Amra est en cavale. Il est l'homme le plus recherché de France. Comment est-il parvenu à organiser son évasion depuis sa cellule? Nos invités sont avec nous pour le décryptage, pour les dernières informations. Mais d'ailleurs, d'abord, regardez cette enquête de Georges Brognier et Alexandre Godin. Mohamed Amra, tout sourire, presque narquois. Il se prend en photo pour les réseaux sociaux. C'était il y a quelques années, avant de devenir aujourd'hui l'homme le plus recherché de France. Les investigations menées depuis son évasion sont impressionnantes. Écoutes téléphoniques tous azimuts, traces ADN exploitées grâce aux techniques scientifiques les plus modernes. Des dizaines de millions de numéros de téléphone répertoriés et analysés. Mais la trace du malfaiteur et du commando, qui a abattu ce jour-là 2 surveillants de prison, se perd toujours en Seine-Maritime. Depuis 4 mois, les enquêteurs fouillent dans le passé de l'ennemi public numéro 1. Ils s'appuient pour cela sur les 9 téléphones portables découverts par les surveillants dans sa cellule de la prison de la Santé à Paris. Pour identifier tous ses complices, la police judiciaire s'est replongée dans l'assassinat de cet homme, un trafiquant de drogue tué en 2022 près de Marseille. D'après les investigations, Amra a commandité le crime depuis sa cellule pour voler une cargaison de cannabis. Il aurait embauché des tueurs venus en voiture depuis la Seine-Maritime, sa région natale. Sur ces photos que nous nous sommes procurées, on aperçoit ici le commando transportant le cadavre de la victime dans cette voiture blanche. Des assassins qui n'ont jamais été retrouvés. En garde à vue, celui qu'on surnomme la mouche n'avait fourni aucun nom aux policiers. Pourquoi vos interlocuteurs écoutent vos instructions, travaillent pour vous, alors que vous êtes incarcéré sur Paris? Je garde le silence. Vous devez avoir une organisation criminelle derrière vous, sinon vous vous seriez fait doubler. On vous aurait oublié, non? Je garde le silence. À cause de cette affaire, les policiers sont aujourd'hui convaincus qu'Amra s'est fait de nombreux ennemis chez les trafiquants marseillais. D'après l'ancien patron du célèbre 36 quai des Orfèvres, beaucoup sur place pourraient le livrer aux autorités pour se venger. Parler de code d'honneur concernant des individus qui ont tué de sang-froid 2 agents pénitentiaires, je pense qu'on en est très très loin. Donc il peut être balancé sans vergogne. Et donc ce type-là, il est sur un marché. Il y a le marché est à reprendre aussi. Il peut y avoir un concurrent qui a tout intérêt à reprendre. Et pour reprendre, il faut l'éliminer. L'éliminer physiquement ou alors l'éliminer en le donnant à la police. Obligé de s'appuyer sur des complices fidèles et loyaux, Mohamed Amra s'est sans doute replié sur les cités qu'il connaît bien, à Rouen, Évreux ou Dreux. Sa mère y vit d'ailleurs toujours, tout comme des proches du trafiquant. Pour réussir sa cavale, Mohamed Amra a évidemment besoin de complices qui lui sont d'une loyauté absolue. Et c'est ici, en Seine-Maritime, là où il a grandi, que vivent aujourd'hui encore la plupart des malfaiteurs qu'il a côtoyés. Selon nos informations, la police a recensé 26 délinquants qui naviguent dans l'univers criminel d'Amra. Certains sont déjà en prison et n'ont pas pu donc participer à l'évasion du voyou. C'est le cas de Nawen, sa petite amie. Elle est incarcérée actuellement dans l'affaire du règlement de compte marseillais, car elle aurait, d'après les juges, aidé le commando de tueurs. Sa connaissance du projet d'évasion fomenté par son compagnon reste aujourd'hui un mystère. Mais juste après les faits, la jeune femme s'est discrètement confiée à une codétenue. Ses propos ont été rapportés par une surveillante. Il aurait dû juste partir comme c'était prévu, mais ne pas tuer. Maintenant, il m'a mis dedans. Je ne vais jamais sortir d'ici. Je ne savais pas qu'il était capable d'un tel acte. Policiers et magistrats restent confiants malgré les 4 mois écoulés. Ils répètent que le temps joue en leur faveur et que l'étau autour du fugitif va continuer à se resserrer, jour après jour.
Et oui, puisque Mohamed Amra est en cavale depuis 4 mois maintenant. Ça fera 4 mois précisément demain. On en parle donc avec nos invités. Brendan Kemet, bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste du grand banditisme et vous avez publié L'évasion du siècle, la vérité sur Redouane Faïd. Et Marie Belot de notre service police-justice nous accompagne également. Bonjour Marie. D'abord, cette enquête, c'est un rouleau compresseur, disait ce matin Georges Brognier, notre journaliste dans la matinale de TF1. C'est vrai que ce n'était pas forcément spectaculaire pour nous, grand public. On ne sait pas exactement comment ça se passe, mais Mohamed Amra est bel et bien cerné de toutes parts aujourd'hui. Alors les techniques de la police judiciaire sont quand même assez connues, enfin et sont spécialisées dans ces affaires-là. Donc depuis, il y a un savoir-faire qui est ancien et qui permet effectivement de cerner tout un environnement d'une personnalité qui va aller de ses amis en cercle concentrique, de ses amis les plus proches, puis en s'éloignant et d'amis et jusqu'à arriver aux personnes qui l'ont potentiellement aidé, puisque forcément ce ne sont pas des gens qui sont apparus de nulle part. Bien sûr. Donc il y a aussi toutes ces techniques aujourd'hui de téléphonie, de techniques informatiques d'exploitation de traces qui sont des armes redoutables, mais pour l'instant, en tout cas, elles n'ont pas permis de le retrouver. Pour l'instant, non. Juste cette image de rouleau compresseur de notre journaliste, vous la trouvez pertinente? Vous diriez la même chose? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette phrase qui est que le temps joue pour les policiers, parce que une cavale, on le sait, d'abord ça coûte beaucoup d'argent, c'est épuisant mentalement pour les personnes qui sont en cavale et pour les personnes qui organisent la logistique autour. Il faut être extrêmement prudent. On finit toujours par se relâcher un moment, mais on laisse des traces, on utilise des téléphones parfois qui ne devraient pas être utilisés pour appeler des amis alors qu'ils doivent être en circuit fermé, des choses comme ça, ou des traces informatiques. Et donc tous ces moindres petits détails jouent et vont arriver à un moment ou à l'autre aux enquêteurs. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans l'évasion de Redouane Faïd il y a quelques années, où en fait il y a eu une information providentielle qui est arrivée, faisant état de la présence dans un des quartiers de personnes dissimulées derrière des accoutrements qui étaient les fugitifs. Mais en réalité, les policiers avaient déjà cerné ce quartier comme un endroit potentiellement où allait se retrouver le fugitif. Donc a priori, vous voyez des parallèles entre les deux enquêtes. Juste pour cette affaire-là de Mohamed Amra, on sait combien de policiers, d'enquêteurs sont mobilisés? Alors, au tout début de cette enquête, il y a eu énormément de monde déployé. On nous parlait de 350 enquêteurs qui travaillaient jour et nuit sur la traque de Mohamed Amra et de ce commando qui l'a libéré très violemment. On sait aujourd'hui qu'ils sont environ, on nous dit une cinquantaine, peut-être 60 à 70 enquêteurs qui continuent à travailler rien que sur cette enquête. C'est énorme parce que, on le sait, les moyens de la police sont pas énormes, extensibles à l'infini. Donc c'est beaucoup d'enquêteurs qui travaillent. C'est les enquêteurs de l'OCLO, donc de l'Office central de lutte contre le crime organisé, donc qui comprend la brigade de recherche des fugitifs. Et donc ces enquêteurs, vous l'avez dit, travaillent sur la téléphonie avec des écoutes 24 heures sur 24, de la surveillance. Il y a aussi le renseignement pénitentiaire qui peut leur donner des éléments importants. C'est un travail qui va être très long, très minutieux aujourd'hui, mais la difficulté, nous disent les enquêteurs, c'est qu'aujourd'hui, les délinquants, ils sont un peu rodés aux techniques d'enquête. Ils connaissent, entre guillemets, ils savent qu'ils sont sur écoute, donc ils font évidemment très attention, mais le temps, effectivement, joue en la faveur des enquêteurs, parce que c'est compliqué de rester dans une espèce de bulle hermétique pendant aussi longtemps, de ne pas faire d'erreurs, de ne pas faire de faux pas, et c'est ça aujourd'hui que guettent les enquêteurs. Parce qu'il faut juste se mettre effectivement à la place des fugitifs, pardon de le faire, mais vous l'avez dit, vous avez parlé de cette bulle hermétique, ils sont surveillés de toutes parts. Et c'est un peu ce qu'on a cru comprendre avec ce que vous nous disiez sur Redouane Faïd. Il y a un moment donné, forcément, l'un d'entre eux commet une erreur, parce que c'est difficile. Ça veut dire que vous ne pouvez plus du tout rentrer en contact avec votre petite amie, avec votre mère, avec votre père, votre frère, votre meilleur ami. Alors ça, c'est la base, évidemment, pour tout fugitif, d'éviter tout contact avec ses proches. Mais après, c'est plus, si vous voulez, dans des cercles plus éloignés, que les policiers finissent par identifier que cela va se passer, généralement. C'est des choses un peu comme ça. Et puis, il y a évidemment ce qui a été abordé, c'est le cas des informateurs, des gens qui jouent souvent un rôle très, très important dans ce genre de cavale. Ce qui est arrivé pour d'autres fugitifs comme Redouane Faïd, où à chaque fois, il y a eu des informations très précises qui sont arrivées.
probablement par des gens qui ne voulaient pas, lui voulaient pas du bien. Ouais. Et alors, ça c'est intéressant. Là aussi, on peut faire un parallèle avec Mohamed Amra. Quand on voit notre reportage, là, Marie, on sent que c'est un homme traqué de toutes parts, pas seulement par les policiers. Oui, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il ne s'est pas fait que des amis dans le milieu du grand banditisme et dans le milieu des trafiquants de drogue. On sait qu'il a de nombreux ennemis parce que sa spécialité, c'était le carottage. Alors le carottage, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement aller voler la marchandise des trafiquants rivaux. Et on l'a vu dans le sujet de Georges Brenier. Il est accusé d'avoir commandité l'assassinat d'un homme pour lui voler sa marchandise. On a vu les photos d'ailleurs de la marchandise en question. Donc il s'est fait pas mal d'ennemis, notamment dans le milieu marseillais. Et ce qu'expliquent les enquêteurs, c'est qu'effectivement, peut-être que ces ennemis-là cherchent déjà à avoir sa tête, à lui faire la peau, ou alors à lui demander l'argent qu'il leur doit, ou alors effectivement aller glisser à des enquêteurs une indication, un détail, quelque chose, le balancer en quelque sorte pour le faire tomber. Mais c'est ça aussi. Alors nous, complètement novices, vous avez l'habitude d'enquêter sur ce genre d'affaires, mais quand on voit dans notre reportage qu'il avait 9 téléphones portables, qu'il continuait à gérer son réseau, qu'il continuait à gérer son trafic, qu'il commanditait des meurtres depuis sa cellule, est-ce que ça vous choque, ça vous étonne ? Alors, ce que je trouve choquant, c'est qu'on peut considérer qu'il y a eu un véritable loupé autour de ce personnage et qui a été mis en exergue par le rapport du ministère de la Justice suite à cette évasion. C'est-à-dire que il était, vous l'avez dit, 9 portables, c'est énorme. Il était suivi au point que sa cellule était sonorisée à une époque. Donc, il y avait déjà l'Office central de lutte contre la criminalité organisée qui était derrière lui. Et en fait, sa dangerosité était plus ou moins connue puisqu'il parlait de contrats. On a appris entre-temps qu'il avait mis un contrat sur la tête d'un surveillant pénitentiaire. Donc c'est quand même des faits extrêmement graves. Et ces informations n'ont pas nécessairement été toutes communiquées aux personnes qui ensuite ont eu sa charge, ont eu la charge de Mohamed Amra, puisqu'il a changé de lieu de détention. Il s'est retrouvé notamment en Normandie. Et là, avec des escortes qui auraient dû être beaucoup plus importantes, ou du moins avec des gens qui auraient dû être informés, des surveillants pénitentiaires, de la qualité de ce garçon de 30 ans. Parce que on a dit beaucoup, oui, c'est un jeune gars, c'est un type qui vient du milieu des stupéfiants, ce n'est pas un grand voyou. En vérité, à 30 ans aujourd'hui, dans le monde des stupéfiants en France, c'est déjà un âge avancé parce que ça veut dire qu'on a survécu à un grand nombre de règlements de compte. Donc c'est quelqu'un d'expérimenté à 30 ans. Expérimenté, et on a plusieurs éléments aujourd'hui qui nous font dire que cette cavale et cette évasion était très préparée. Si on reprend la citation de sa compagne qui est dans le sujet de Georges Brenier, il aurait dû juste partir comme c'était prévu mais pas tuer. Maintenant il m'a mis dedans, je vais jamais sortir d'ici. Je ne savais pas qu'il était capable d'un tel acte. Donc ça laisse sous-entendre que sa compagne savait des choses. Ce qui nous fait dire ça également, c'est qu'ils ont, d'après les éléments qu'on a, laissé très peu de preuves derrière eux. On a vu qu'ils ont essayé de mettre le feu à une voiture pour effacer les traces, mais d'après ce qu'on nous dit, les enquêteurs ont trouvé peu d'éléments dans les voitures. Ils ont brûlé 2 autres véhicules, ils en ont pris une 3e ensuite pour prendre la fuite, et c'est là que la trace du commando s'arrête. Aujourd'hui, les enquêteurs sont incapables de dire si Mohamed Amra est en France ou s'il est à l'étranger. C'est aussi une possibilité. Donc ça montre que cette cavale-là, elle était préparée, et puis il y a évidemment les moyens financiers qui sont avec lui, puisque c'était quand même un criminel d'assez grande ampleur. C'est ça. Et donc tout ça organisé depuis sa cellule, encore une fois. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, en prison, continuer son trafic, continuer à organiser, mettre des contrats sur la tête des gens. Oui, bien sûr. De toute façon, la présence des téléphones portables est connue depuis 20 ans. Il y a une époque, l'administration pénitentiaire a voulu faire du brouillage, ce qui existe plus ou moins. Mais aussi, il faut le dire, les services de police sont très satisfaits de pouvoir écouter leurs clients. Ils récupèrent des informations extraordinaires et très, très, très importantes pour un certain nombre d'enquêtes. Donc c'est un peu... on sait que ça existe. Et c'est des gens qui, même, de toute façon, s'ils n'avaient pas de téléphone portable, avec la puissance qu'ils ont financière, arriverait de toute manière à faire sortir des informations et à en obtenir. Donc ça ne vous étonne pas? Non, pas du tout, parce que encore, pas du tout, puisque je veux dire les téléphones portables sont omniprésents en détention.
Et puis ces gens-là ont la possibilité d'en avoir un certain nombre. La preuve, là on le voit. Quand on voit qu'il y a encore des livraisons par drone directement dans les cellules des détenus, oui. Mais ça choque l'opinion publique. Oui, est-ce que, on l'a bien compris, que les policiers utilisaient et qu'ils n'avaient pas forcément intérêt à l'interdire totalement, interdire l'utilisation des téléphones portables? Oui, c'est à double tranchant. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fois, ils font entrer dans les prisons des téléphones, on sait que c'est illégal et que ça leur permet de continuer à mener leurs activités criminelles, mais en attendant, effectivement, ça leur fournit des informations essentielles pour résoudre d'autres affaires. Et là, on l'imagine, alors on n'a pas le secret de tous les détails de l'enquête, mais on imagine qu'ils doivent aussi écouter des détenus proches de Mohamed Amra. On sait qu'il y en a 26 de son entourage qui ont été identifiés par les enquêteurs. Il y en a certains qui sont en prison. On peut très bien imaginer que ces personnes-là sont aussi écoutées, qu'il y a une attention particulière des enquêteurs sur ce qu'ils disent pour savoir s'ils savaient des choses du projet d'évasion de Mohamed Amra. Et alors, ce qu'on entendait aussi, ça finit toujours par payer? Parce que vous dites que le temps joue pour les enquêteurs. Oui, alors je me suis penché là-dessus. Il y a quelques personnes qui sont évadées depuis à peu près 35 ans de France. Ce sont des gens qui sont généralement, on sait où ils sont généralement à l'étranger, notamment au Maghreb, depuis des années et qui sont presque aujourd'hui ne reviendront pas, enfin sauf, voilà, on sait à peu près où ils sont, mais c'est quand même exceptionnel. Il y a des cavales durent souvent quelques mois, quelques années, ça commence à être énorme de nos jours, mais globalement, les personnes en fuite depuis des années sont très très rares. Il y en a très peu. Donc on verra là ce que ça pourrait donner pour Mohamed Amra. Merci Brendan Kemet, merci Marie d'être venue sur le plateau du Club.